C'est moi qui suis aussi content de venir vous parler depuis Yverdon, enfin en l'occurrence depuis Nantes, puisque je reviens de Nantes, mais à Yverdon il y a une sorte de boutade qui dit que les Lausannois ne viennent pas à Yverdon parce qu'il y a beaucoup de brouillard, et la meilleure réponse qu'on peut donner à cette boutade, c'est de venir à Lausanne pour parler un petit peu de ce qu'on fait à la Maison d'Ailleurs. Évidemment, l'idée de cette petite présentation que je vous propose ce soir, c'est pas exclusivement basé sur ce que l'on fait à la Maison d'Ailleurs, mais de voir par rapport à l'exposition Touch, comment en fait on pourrait réfléchir à la question du corps augmenté, voire à la question de la chimère. J'arriverai là-dessus plutôt à la fin de ma présentation. Évidemment, le cyborg est quelque chose d'assez connu aujourd'hui. Il est connu principalement à cause du cinéma. On a vu beaucoup de films de science-fiction. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la science-fiction, mais il y a des films assez connus qui mettent en scène le cyborg. Par exemple, Blade Runner, film de Ridley Scott de début des années 80, où pour ceux qui ont vu ce film, vous avez en fait des êtres, ici qui est représenté par une des protagonistes du film, qui sont ce qu'on appelle dans le film des réplicants, mais des réplicants, c'est-à-dire des sortes d'androïdes revêtus d'une peau humaine. On n'est pas dans le cyborg au sens strict, puisque le cyborg, j'arriverai par la suite, c'est vraiment un mix entre l'humain d'une part et puis la machine ou les interfaces informatique d'autre part, mais on a cet imaginaire du corps modifié, du corps transformé dans la science-fiction. Et dans Blade Runner, j'ai choisi cette photo qui m'intéresse puisque vous avez un humain, vous avez en fait cet humain qui construit, pour ceux qui ont vu le film, qui construit des appareils électroniques, qui construit des robots, et puis qui est face à un androïde qui est cette femme ici, alors que l'humain ne sait pas qu'elle est un androïde. Donc on a un dispositif intéressant, un être humain, face à une androïde qu'il pense être une femme humaine, dans un atelier qui construit des poupées, des marionnettes automatiques. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que Blade Runner est un film qui est adapté d'une nouvelle d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Philip K. Dick, qui est peut-être l'auteur de science-fiction qui a le plus été adapté au cinéma. La nouvelle s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Et l'androïde, c'est un des motifs exploités par Philip K. Dick pour différencier l'humain de la machine, puisqu'il dit les machines, les androïdes, ne sont pas capables d'empathie, les humains le sont, et Blade Runner est une manière de montrer ça, avec néanmoins une fin énigmatique, puisqu'on ne sait pas si le héros du film, qu'on ne voit pas ici mais qui est joué par Harrison Ford, est-ce que ce héros est un être humain ou un androïde? Le film se finit un peu en queue de poisson. Et il y a cette idée d'une émotion, l'empathie, qu'on retrouvera un peu plus loin durant la présentation. Évidemment, le cyborg étant lui-même un être humain, la question de son émotion tient moins ou est moins intéressante à proprement parler. On trouvera d'autres critères plus intéressants par la suite. Un autre film qui a construit l'imaginaire du cyborg, c'est Terminator. Là, j'ai pris une photo de Terminator 2 sortie en 91, qui de nouveau n'est pas un cyborg, puisque vous avez ici son bras robotique, et en fait on l'a recouvert d'une couche de peau artificielle. Ça donne lieu à des effets spéciaux et dans Terminator 1 et dans Terminator 2 qui avaient passablement marqué les esprits lorsque les films étaient sortis, puisque les techniques d'image de synthèse débutaient toutes juste. Et là vous avez un peu de nouveau cette idée de cette espèce d'interface qu'on retrouvera exactement telle quelle dans le cyborg, c'est-à-dire où vous avez vraiment quelque chose de purement robotique, purement mécanique, une main robotique, et puis un être qui est un être de chair, mais qui est un être d'abord robotique. J'ai pris cette image parce que même si ce n'est pas un cyborg, je parlerai tout à l'heure d'un roman de science-fiction qui parle, lui, des cyborgs, et puis je ferai le rapport directement avec Terminator à ce moment-là. D'autres films, voilà le premier vrai cyborg au cinéma, c'est Robocop, qui est un assez mauvais film par ailleurs, mais c'est quand même un des premiers films où vous avez un policier, en fait, qui était auparavant un policier humain, et puis ce policier humain a subi une attaque, puisqu'il vit à Détroit, et que Détroit est particulièrement criminalisé, et lors d'une rixe, il est à moitié laissé pour mort dans la ville, et puis il est reconstruit en cyborg. Et c'est la première occurrence au cinéma d'un vrai cyborg. Et ce qui est étonnant, c'est que vous verrez que le cyborg est beaucoup utilisé en littérature, mais très peu au cinéma. Robocop étant un exemple, par contre, flagrant, il y en a 4. Il y a 4 Robocop qui sont sortis. On connaît en général le 1 et le 2, parce que le 3 et le 4 ne sont pas sortis en Europe. Autre film un peu plus tardif, aussi assez mauvais, le cinéma de science-fiction qui parle du cyborg est en général assez mauvais. Le film Cyborg de 89,
qui met en place... Bon, on est dans l'ère Van Damme à la fin des années 80. C'est plutôt Cyborg 2 qui est intéressant. Vous voyez l'esthétique qu'on appellera, ou que j'appellerai tout à l'heure l'esthétique cyberpunk, c'est-à-dire entre violence, avec les armes qu'on retrouve aussi ici, réseau informatique, monde saturé de réseau informatique, qui est aussi un film qui a parlé du cyborg. J'avais envie de partir de quelques images qui pouvaient peut-être être connues par certains d'entre vous, pour revenir maintenant au cyborg tel qu'il apparaît en fait dans l'histoire de la pensée au XXe siècle. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le cyborg n'est pas une création des auteurs de science-fiction. La première fois que le mot cyborg apparaît, c'est en 1960 dans une revue qui s'appelle Astronautics, et un article signé par deux auteurs qui s'appellent Klein et Klein, c'est pas la même chose, qui s'appelle Cyborgs and Space. Et l'idée de l'article Cyborg and Space, c'est d'imaginer que l'être humain, lorsqu'il doit partir conquérir d'autres territoires extraplanétaires, donc la Lune, Mars ou autre, il n'est pas adapté à l'environnement martien ou lunaire, et donc sa seule manière de pouvoir y évoluer, c'est d'adapter l'environnement, l'écosystème de la planète au corps humain. Et la réflexion de Klein & Klein, c'est de dire plutôt qu'on doit adapter en fait l'environnement planétaire à l'humain, on va adapter l'humain à une capacité à pouvoir évoluer dans n'importe quel environnement. Et dans cet article, le chapeau, bon je traduis un peu comme ça, c'est l'idée qu'on va adapter le corps humain en utilisant des organismes artificiels pour qu'ils puissent en fait évoluer dans n'importe quel type d'environnement. Et c'est donc une sorte d'amélioration de l'espèce humaine en utilisant la cybernétique qui arrive dans les années 50 avec Norbert Wiener et puis qui laisse à penser à la capacité à produire des systèmes qu'on appelle en général homéostatiques qui fonctionnent en fait de manière autonome. La définition du cyborg, c'est la première définition qu'on obtient dans l'histoire du cyborg. Elle est donnée comme ça. Pour le dispositif exogène, puisqu'on le rajoute de l'extérieur, pour le dispositif exogène qui s'organise de manière autonome et que l'on considère comme un système homéostatique, donc qui se régule par lui-même, ce dispositif s'appellera cyborg. Donc vous voyez que le cyborg, au départ, c'est pas un être humain, mais c'est le dispositif technologique avec lequel on va garnir l'humain pour qu'il puisse s'adapter. Et donc le cyborg n'est pas du tout une figure anthropologique, elle est d'abord un artifice technique ou technologique, mais qui est intégré au corps pour que le corps puisse fonctionner de manière autonome. Mais très rapidement, en l'occurrence quelques années plus tard, un roman, Martin Caidin, qui écrit un roman qui s'appelle Cyborg, qui est le premier roman qui met en scène un vrai cyborg. On ne connaît pas ce roman, mais on connaît tous L'homme qui valait 3 milliards, la série des années 70-80, qui est adaptée directement du roman de Caidin. Quelle est l'idée de ce roman? Alors, chez Klein & Klein, il y a cette idée, on part dans l'espace, et c'est parce qu'on est en train de partir dans l'espace qu'il faut adapter le corps humain. Chez Caidin, et dans la série L'homme qui valait 3 milliards, pour ceux qui s'en rappellent, c'est pas du tout ce qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est que vous avez, petit clin d'œil quand même, vous avez un astronaute qui a marché sur la Lune, qui revient de ses missions, et lorsqu'il essaye un nouveau jet, un accident survient, et on doit l'amputer d'une jambe, d'un bras et d'un de ses yeux. Puis on remplace en fait ses membres détachés, ou disons détruits, par des prothèses artificielles. Vous voyez déjà comment on évolue. Donc l'article c'est 60, le roman de Caidin c'est 72, L'homme qui valait 3 milliards c'est depuis 74 en fait. On n'est plus dans un dispositif technologique qu'on ajoute sur un corps complet, on est dans un dispositif technologique qui vient remplacer des bouts de corps manquants, en fait. Et donc, on n'est plus tout à fait dans la même idée, mais on évolue dans le cyborg qui devient, en fait, un être plus puissant parce qu'on lui a remplacé quelque chose. La technologie qui se substitue à l'organique et pas qui vient s'ajouter à l'organique. Ce qui est intéressant chez Caidin, qu'on ne retrouve pas dans la série L'homme qui valait 3 milliards, c'est que dans le roman de Caidin, en fait, le scientifique qui greffe sur l'individu ses prothèses a un nom qui est assez connu dans l'histoire de la science-fiction, c'est Wells. En fait, le roman de Caidin met en place un scientifique
qui s'appelle Wells, et c'est ce scientifique, Wells, qui en fait greffe des prothèses technologiques sur un corps organique. Pourquoi c'est intéressant avec Wells? Puisque Wells a écrit en 1896 un roman qui s'appelle L'île du Docteur Moreau, qui vient d'être adapté au cinéma, enfin, il y a quelques mois en arrière. L'histoire en 2 mots de l'île du Docteur Moreau, c'est quoi? Vous avez un voyageur anglais qui fait naufrage sur une île. On retrouve un peu les récits utopiques de la Renaissance. Et puis il découvre un docteur qui, en fait, s'appelle Docteur Moreau. Et le Docteur Moreau fait des expériences sur des animaux humains pour créer, à la fin du XIXe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui des chimères. C'est en fait, il hybride, il fait se reproduire des animaux avec des humains, ça crée des espèces de monstres. Et c'est ce type de monstre-là qui est représenté un peu de manière évidemment artistique ici, qui arrive dans l'île du Docteur Moreau, qui est plutôt évidemment une dénonciation des pratiques de vivisection qui avaient lieu au XIXe, et puis de cette idée du mythe du savant fou. Alors ce qui est intéressant chez Kaydin, donc le premier texte sur les cyborgs, c'est qu'il s'inscrit directement dans la ligne de Wells. Un savant fou produit des êtres qui sont réprouvés chez Wells par la société. On est sur une île, on n'est pas dans l'Angleterre. Le docteur Moreau a été banni d'Angleterre à cause de ses expériences, il s'est réfugié sur une île et là il les mène. Chez Kaydin, vous n'avez plus de tout ça, c'est que vous avez toujours le savant fou, mais qui travaille pour le gouvernement américain. Et donc le cyborg n'est pas quelque chose qui est moralement réprouvé, mais quelque chose qui est au contraire valorisé. Ceux qui ont vu la série L'homme qui se valait 3 milliards voyez bien à quel point c'est plutôt le cyborg qui fait rêver, alors que chez Wells, évidemment, les créatures, ce qu'on appelle aujourd'hui les chimères, viennent mettre ou viennent insister sur la nature complètement détraquée en fait du docteur Moreau. Et le protagoniste principal du roman de Wells passe tout le roman à essayer de combattre Moreau, et à la fin ça finit dans une sorte où les créatures dévorent leurs créateurs. Enfin, voilà. Donc, le cyborg est à la fois au départ un dispositif technologique, mais dès sa première inscription dans la littérature, il s'affilie à une tradition qui remonte à la fin du XIXe siècle sur cette veine lancée par Wells qui rend en fait les créatures, ou qui réinstaure le schéma classique de créature-créateur, du Frankenstein en fait, et de la créature qui se rebelle contre son créateur, sauf que cette rébellion est coupée dans le cyborg. Et c'est assez intéressant de voir ça, puisque finalement, on a tendance pourquoi le cyborg a toujours été vu comme une figure, ou a toujours été exploité comme une figure de surhomme, c'est parce que justement on a coupé, dans la littérature en tout cas, on a coupé cette idée de celui qui le fabrique. C'est toujours un être qui est diminué. Et donc si on peut créer un cyborg, c'est parce qu'on a un être diminué, et puis pour éviter qu'un être reste diminué, on l'augmente. Et donc, en gros, diminuer, augmenter, ça revient à peu près à l'équilibre. Évidemment, la seule manière d'augmenter quelqu'un qui est diminué, c'est-à-dire qui a perdu des membres, c'est de lui greffer des membres artificiels. Ce qui n'est pas du tout le cas chez Wells, puisque chez Wells, quand on crée les créatures, quand le docteur Moreau crée ses créatures, il n'y a pas cette idée d'une déficience. Il y a au contraire cette idée de conquérir de nouveaux territoires du savoir. Donc, même si au départ le cyborg n'est qu'un dispositif technologique ajouté au corps humain, on a, dès les années 80, début des années 90, commencé à réfléchir sur ce cyborg. On s'est dit, tiens, c'est étonnant, la littérature s'est emparée complètement de ce motif-là des années 80, j'en parlerai tout à l'heure, et il y a un essai assez connu qui s'appelle A Cyborg Manifesto, qui est écrit par une historienne qui s'appelle Donna Haraway, qui finalement a réfléchi à quelque chose d'assez intéressant en disant la chose suivante. Elle se dit, ok, le cyborg est une hybridation entre l'homme et la machine. Et puis elle est exploitée à des fins littéraires ou cinématographiques, mais principalement littéraires, comme un être surpuissant, une sorte de super soldat. Mais, se questionne Donna Haraway, finalement, quelle est la symbolique du cyborg? C'est-à-dire que cette hybridation homme-machine possède une symbolique qui dépasse sa fonction narrative de super soldat ou d'espion à la solde du gouvernement, comme c'est le cas dans L'homme qui valait 3 milliards. Donc,
Ce que Donna Haraway fait, et c'est assez intéressant de voir qu'elle le fait dans une perspective qui est une perspective sociologique et historique, qui n'est pas du tout une étude de science-fiction, alors que ce type de raisonnement existait depuis longtemps en science-fiction, c'est qu'elle s'en rend compte que le cyborg ne doit pas être pris au premier degré, un être modifié, mais comme une figure ou un motif qui réfléchit, à la fois qui réfléchit à, mais en même temps qui réfléchit notre rapport à la technologie. En l'occurrence, elle suppose que le cyborg est une figure transgressive, dans le sens où elle montre que depuis les années 80, l'être humain s'hybride de plus en plus avec la technologie, en particulier la technologie informatique et numérique, et que le cyborg n'est que la métaphorisation, la concrétisation, sur un plan imaginaire, de cette hybridation. Donc non pas le cyborg comme quelque chose qu'on peut être, mais le cyborg comme quelque chose qui révèle notre rapport à la technologie, en particulier la technologie informatique. En ce sens, le cyborg, pour Donna Haraway, est d'abord quelque chose qui vient brouiller des distinctions qui auparavant étaient claires. Vous avez cette grande distinction qui est quand même assez connue, nature-artifice. Il y a ce qui est naturel, et puis il y a ce qui serait artificiel. Alors on sait que la frontière est très difficile à établir, mais il s'avère que cette dichotomie existe. Et Donna Haraway dit le cyborg n'est ni naturel ni artificiel, et remet en cause cette opposition-là, puisque justement ce que le cyborg montre, peut-être pour la première fois dans une figure littéraire, c'est comme un personnage et pas comme quelque chose qui vient de l'extérieur, ça montre le fait qu'on est hybridé à la technologie indépendamment des prothèses qu'on obtient. On pourrait se poser la question aujourd'hui, j'ai qu'à voir cette table pour voir le nombre de prothèses informatiques que j'ai à ma disposition. Je ne pourrais pas vous présenter toutes ces images-là si je n'avais pas ces prothèses-là. Donc, cette hybridation n'est pas forcément à prendre de manière littérale, mais de manière symbolique. Un auteur pas forcément très connu, Tony Fitzpatrick, écrit un article qui s'appelle Social Policy for Cyborgs, dans un journal, une revue qui s'appelle Body and Society, où il parle du cyborg de la manière suivante. Le cyborg est l'interface entre l'organique et le technologique. Bon, ça, on sait. La technicisation de l'humain et l'humanisation de la technologie, c'est-à-dire le corps à la fois comme matériau, hardware, des machines, et logiciel, software, pour les machines. En l'occurrence, dans la perspective adoptée par Fitzpatrick, il y a cette idée, de nouveau on voit un peu dans le prolongement de Haraway, que le cyborg est d'abord la matérialisation littéraire ou imaginaire du pouvoir ou de l'humanisation qu'on apporte à la technologie. Ce n'est pas la technologie qui contamine l'humain, c'est l'humain qui accorde, en fait, ou qui humanise la technologie et qui, finalement, soumet son propre corps à cette opposition qu'on a dans le vocabulaire informatique. Son corps devient à la fois un hardware, c'est le support matériel à l'humanisation de la technologie, mais en même temps c'est un software, c'est ce qui permet à la technologie de se développer. Vous avez cette image-là qui est reprise dans le film Matrix, où les corps humains deviennent des matériaux et à la fois des softwares, puisque c'est ce qui fournit l'énergie aux machines qui dominent l'humanité. Donc, d'après Haraway et Fitzpatrick, nous serions tous des cyborgs. Pas tellement parce que nous aurions tous une interface cybernétique, mais plutôt parce que nous serions tous dépendants de la technologie et parce que nous humaniserions tous nos dispositifs technologiques. Alors, si on continue à ça, et là je vais peut-être arriver plutôt sur la science-fiction, l'homme contemporain, pour Haraway, devient donc transgressif en lui-même. Et ce qui est intéressant dans la notion de transgression ou d'hybridité, c'est qu'on retrouve quelque chose qui est au fondement même de la science-fiction, mais qui est beaucoup plus loin, beaucoup plus ancien que la science-fiction, qui est la relation entre l'utopie et la dystopie. Je vais y revenir dans un instant. Il est assez intéressant de ça. Le mouvement dominant de la science-fiction des années 50 et 60, c'est pas le cyborg, puisque ça apparaît en 72. Les mouvements dominants, vous vous en rappelez sûrement, c'est le post-apocalyptique. Ce qui fait peur aux auteurs de science-fiction des années 50 et 60, c'est les 4000
textes qui sortent en moins de 10 ans sur la fin du monde à cause d'une guerre nucléaire. C'est la grande peur des années 50 avec le début de la guerre froide, etc. Et donc, vous avez évidemment une dramatisation de la technologie et du pouvoir de la technologie qui fait peur et qui peut détruire l'humanité. Alors, vous avez un nombre incalculable de romans qui parlent de l'aspect négatif de notre rapport à la technologie. En gros, le paradigme nucléaire, la manière de penser la condition humaine à l'aune de la maîtrise ou pas de la technologie nucléaire, est quelque chose qui fait peur. Or, le cyborg apparaît à peu près en même temps. C'est comme si vous aviez d'un côté la version négative de la technologie, la peur de la destruction massive de la planète, et puis de l'autre une sorte de figure un peu messianique comme ça, qui viendrait sauver l'homme grâce à la technologie, le cyborg. Et vous avez cette opposition qui est créée par les mêmes auteurs, c'est après les mêmes auteurs qui écrivent le post-apocalyptique et qui écrivent le cyborg, qui, on va dire, se représentent des années 60 aux années 80, voire 90. Cette dualité, d'un côté utopie, de l'autre côté dystopie, c'est quelque chose qui est intéressant parce que la tradition de l'utopie nous apprend quelque chose d'assez clair. Vous avez deux types d'utopies. Vous avez les utopies positives, ce qu'on appelle les utopies positives, c'est les mondes parfaits dans lesquels les êtres humains sont épanouis, heureux, etc. etc. Et ces textes-là, principalement du XVIe au XVIIIe siècle, c'est les textes comme Utopia de Thomas More, La Cité du Soleil de Campanella, La Nouvelle Atlantide de Bacon, etc. Et puis au XIXe siècle, vous avez un grand genre qui émerge, qu'on a appelé la dystopie, 1984, Le meilleur des mondes, Nous autres, de Zamiatine, etc., qui sont des mondes totalitaires dans lesquels les êtres humains sont profondément aliénés, tentent de se rebeller, mais n'y arrivent pas. Ce qu'on se rend compte quand on étudie ces deux textes, c'est en fait que toutes les utopies sont des dystopies, on va dire intrinsèquement. Du moment où vous créez un monde parfait, en même temps vous créez un monde totalitaire. La raison est évidemment assez simple à deviner, c'est que pour qu'un monde puisse rester parfait, il doit, du moins dans la tradition de la Renaissance et jusqu'aux années 50, donc là je parle vraiment au niveau littéraire, il doit anéantir la seule chose qui pourrait empêcher à ce monde de demeurer parfait, la liberté humaine. Et on voit comment l'utopie et la dystopie sont intrinsèquement mêlées. Ce qui va changer, c'est que vous allez pouvoir regarder un même dispositif qui est en même temps utopique et dystopique, suivant comment vous le regardez, vous allez en faire émerger le versant utopique ou vous allez en faire émerger le versant dystopique. Si vous lisez les utopies classiques, ce que vous voyez, c'est qu'on n'entend jamais parler des utopiens. Les gens qui habitent l'utopie ne parlent pas. C'est toujours un voyageur extérieur qui parle avec quelqu'un de l'utopie, mais vous n'entendez pas parler les gens. Alors que dans les dystopies, vous voyez toujours quelqu'un qui est à l'intérieur du système, ce qu'on appelle, dans le langage littéraire, la perspective narrative. C'est qu'en fait, ce qui change entre ces deux, c'est pas la nature même du système, mais c'est la perspective narrative avec laquelle on raconte l'histoire. Si on la raconte de l'extérieur, le monde utopique est parfait. Si on la raconte de l'intérieur, ce même monde utopique devient dystopique. Et j'ai utilisé cette idée-là parce que il est intéressant de considérer le fait que le post-apocalyptique, le post-apocalyptique nucléaire des années 60, puis qui revient aujourd'hui, alors plutôt naturel, ça serait analogiquement une sorte de dystopie. C'est-à-dire, on a maîtrisé par les sciences ou par les technologies des phénomènes, qu'ils soient naturels, on sait comment ils peuvent arriver, ou artificiels, on peut les déclencher. Et là, le versant utopique de cette destruction de la planète serait le cyborg. C'est les deux grandes figures qui émergent dans les années 60-70. Le post-apocalyptique, bon, j'ai pris deux petites images voilà, de Mad Max que vous connaissez, ce film évidemment qui montre une humanité dans laquelle il y a une guerre nucléaire, il n'y a plus de pétrole et les êtres humains s'entre-déchirent pour obtenir les ressources premières. Ou Virus, un film un peu moins connu, qui est un peu la même trame narrative. Vous avez en fait dans ces films-là quelque chose qui est profondément dystopique. Et quand on voit les films de cyborg que j'ai montré au début, on a l'impression qu'on n'est que dans le positif. Mais si on se rappelle bien, dans les films que j'ai montrés au tout départ, Blade Runner, pour ceux qui ont vu, se rappellent peut-être qu'à la scène d'introduction de Blade Runner, quand on arrive dans
le monde avec une plongée comme ça, c'est un monde qui a plutôt l'air d'être post-apocalyptique. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est un monde qui est quasiment détruit, où l'être humain est aliéné dans des espèces de méga structures informatiques, et on n'est pas donc dans un monde rêvé ou rêvant, on est dans un monde détruit, et puis qui se sublime à travers la technologie, et le cyborg, qui est le répliquant en fait chez Blade Runner, vient contaminer encore un peu plus l'humain. Puis dans Terminator, pour ceux qui s'en rappellent aussi, toute l'intrigue des 4 films, c'est d'empêcher un ordinateur de lancer une commande qui va détruire, enfin qui va lancer une guerre homme-machine qui va détruire les humains. Donc le post-apocalyptique de nouveau est sous-jacent à ce film-là. Idem pour Robocop. Vous avez Détroit, qui est une ville gangrénée par le crime, et une organisation de la police décide de lancer ces super flics, ces Robocop, qui ont pour mission d'éradiquer le crime. Hein. On a une ville de nouveau qui est gangrénée, et puis les Robocop viennent en fait éliminer cette gangrène post-apocalyptique. Puis, dans Cyborg, le film Cyborg, vous êtes dans un monde qui est complètement post-apocalyptique, qui a été ravagé par une sorte de peste qui provient d'un virus, et c'est pour ça que j'ai profité de passer virus, et puis une femme qui est une cyborg doit franchir les États-Unis pour aller récupérer le virus pour résoudre le problème de la peste. En ce sens, et ce sera ma première petite conclusion, l'ambivalence utopie-dystopie, mais en même temps l'identité, c'est-à-dire le fait que c'est le même système, mais qui peut être vu par 2 prismes différents, utopique ou dystopique, se retrouve dans la science-fiction des années 60-70, avec d'un côté la positivité incarnée par le cyborg, et de l'autre côté la négativité incarnée par l'énergie nucléaire dans les années 60. Plus tard, ça sera par les multinationales informatisées. On a dans l'exposition, j'ai fait un petit clin d'œil puisqu'on a présenté quelques documents. Voilà des livres qu'on lit plus pour 2 raisons, parce que déjà ça, c'est pas très bon. Et il s'avère que ce qui est assez intéressant, mais révélateur en même temps, c'est que les grands auteurs de science-fiction qu'on connaît quand même assez peu, mais de nom, Philippe K. Dick ou des gens comme ça, ont plutôt creusé la veine post-apocalyptique, plutôt monté le côté problématique de la science et de la technologie. La littérature populaire, parce que contrairement à ce qu'on pense, la science-fiction se distingue aussi entre populaire et non populaire, la veine populaire a plutôt creusé l'aspect positif de la science. C'est ce que vous aviez avec Kaidin Cyborg, c'est ce que vous avez avec L'ère des biocides, qui est un roman qui est assez comique finalement, et un peu confondant de naïveté par ailleurs, mais où vous n'avez pas d'une négativité, vous avez des espèces de créatures qui sont des femmes des femmes cyborgs, qui en même temps sont des espèces de nymphes et en même temps sont dangereuses, mais tout se finit très très bien et tout rentre dans l'ordre. Et les gens préfèrent avoir des femmes cyborgs parce qu'on peut les débrancher. C'est un peu ce genre de choses-là. Ici, ça on ne lit pas pour la raison suivante, c'est que ces livres qu'on appelle des pulps, en fait, sont quasi introuvables aujourd'hui et n'ont jamais été traduits en français. Alors à la Maison d'ailleurs, on a la chance d'avoir tous les pulps de science-fiction qui sont sortis, ça fait environ 8000 volumes. Et là-dedans, vous avez les nouvelles d'auteurs. Et ces auteurs-là, là on reconnaît par exemple Ballard. Ballard a commencé sa carrière en publiant dans des pulps anglais. On a des nouvelles qui viennent inspecter le domaine de la science-fiction. Et la science-fiction s'est développée énormément avec ces pulps entre les années 20, fin des années 20 et début des années 50-60. Mais ça n'a jamais été traduit en français, en fait. Donc la plupart de ces nouvelles n'existent pas en français. On a traduit les romans de Ballard ou d'Asimov et autres, mais très peu les nouvelles apparues dans les pulps. Et là, on voit comment les pulps se réapproprient cette idée du cyborg. On voit ici le côté un peu comique de l'illustration. Ici, on a quelque chose où on voit bien qu'on est dans une atmosphère un peu plus négative, hein, au sens que l'être qui est ici semble peu enchanté par ce qu'il est en train de voir, alors qu'ici, on a un côté un peu plutôt James Bond. Et cette idée d'interfacer l'homme et la machine
est quelque chose qui a beaucoup donné lieu à des illustrations. Vous avez aussi un film qui est assez peu connu qui s'appelle Les Rescapés du futur, où on voit comment on construit ici des cyborgs. En l'occurrence, c'est un parc d'attractions. L'être humain est dans une utopie. Et comme on se rend compte que la seule chose qui fait plaisir à l'être humain, c'est de s'amuser, on construit une sorte de parc d'attractions géant. Et ce parc d'attractions géant est dominé par des robots cyborgs. Sauf que les robots cyborgs, c'est un clin d'œil direct à Asimov, les robots cyborgs se rendent compte qu'il faut faire attention et que l'être humain est beaucoup plus dangereux que ce qu'il pense parce qu'il est libre et que sa seule intérêt, c'est de détruire le parc d'attractions. Donc les robots cyborgs commencent à détruire les humains. C'est un motif qui existe depuis les années 50. Dans la science-fiction, mais qui est repris. Là, mon but, c'est de vous montrer quelques références aussi pour voir comment cet imaginaire se constitue. Si je reprends l'idée que le cyborg est d'abord, selon Haraway, est d'abord une figure de l'hybridité, et pas d'abord homme-machine, mais d'abord un hybride, d'abord un être transgressif, alors il n'est pas étonnant de voir cet être transgressif évoluer avec le temps, puisque la transgression des années 60-70, c'est-à-dire un être cybernétique, évolue, par exemple dans les années 80, avec ce qu'on appelle le cyberpunk. Le cyberpunk, c'est quoi? Le cyberpunk, c'est ça, c'est que vous prenez une figure d'hybridité, puis ce qui va être hybride, c'est pas la machine, mais c'est l'informatique, donc vous hybridez l'être humain avec l'informatique. Vous avez donc une utopie-dystopie numérique et plus mécanique, et vous avez ce qu'on appelle en science-fiction le cyberpunk. Le cyberpunk, c'est ça, c'est tous les univers dans lesquels les êtres humains s'hybrident non pas à la machine, mais à des réseaux informatiques. Le roman fondateur du cyberpunk s'appelle Le Neuromancien, que je vous conseille par ailleurs de lire parce que c'est un roman assez incroyable, écrit en 84, la même année où Brémond sort La Révolution informatique, le livre où il parle de ce qui est en train de se passer. Et dans Le Neuromancien, vous avez des êtres humains qui s'interfacent avec des réseaux informatiques, et vous suivez Case, qui est le protagoniste principal, où le corps, alors ce qui est assez intéressant pour l'hybridité, de nouveau, dans le côté transgressif, c'est que Case peut donc s'interfacer au réseau informatique et peut aller se balader dans les réseaux. Donc son corps n'est plus autre chose que le support à ça, mais lui, il est en train de se balader dans les réseaux informatiques. Et parfois, il revient dans son corps, et quand il revient dans son corps, il ne supporte pas ça. En fait, il ne supporte pas ça, il commence à se saouler, ou à se droguer, ou à faire n'importe quoi pour repartir dans le réseau informatique. Et vous voyez, ce qui est assez intéressant par rapport à la question du corps, et par rapport à ce qu'on discutait avant sur le cyborg, c'est qu'en fait, de nouveau ici, même dans le cyberpunk, vous avez cette idée où tout ce que vous perdez, tout ce que vous gagnez en numérique ou en mécanique, vous le perdez en organique, comme s'il y avait une sorte de vase communicant. Ce qui n'est évidemment pas l'idée de base de l'article d'Astronautics où vous rajoutiez, on rajoutait une interface. Dans les mouvements de la science-fiction, et c'est assez intéressant de voir que ça rejoint des problématiques actuelles qu'on a aujourd'hui sur les combien de temps passe-t-on devant la télévision, combien de temps passe-t-on dans les jeux vidéo, etc. C'est qu'on peut perdre de l'humanité en gagnant du numérique, par exemple. Comme si on échangeait. On ne peut pas être homme à 100% et numérique à 100%, par exemple. Ce qui était quand même l'idée de base de l'article de Klein & Klein. Donc, quelques images du cyberpunk. Vous voyez la différence entre le cyberpunk et puis d'autres types d'images que je vous ai présentées avant, c'est qu'on est dans des esthétiques beaucoup plus violentes, en fait, puisque le monde est ravagé par des systèmes numériques et informatiques. Et puis les justiciers, qu'on appelle les pirates, les hackers en anglais, sont des gens qui maîtrisent le système de telle manière qu'ils puissent en fait en sortir. Et ici, vous avez un cyborg qui en même temps peut se connecter à des réseaux informatiques, qui est un peu l'interface entre les deux. Le film qui a fait connaître le cyberpunk au grand public, c'est Matrix. Matrix qui est sorti en 1999, c'est le premier film qui a vraiment fait connaître à un large public cette esthétique bizarre qu'on appelle le cyberpunk, qui existait quand même depuis 1984. Matrix, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est quoi? Vous avez un être humain peut fournir de l'énergie, et l'idée c'est que des machines ont un jour commencé à exploiter le corps humain pour en tirer de l'énergie, seulement. Et donc les êtres humains sont tous dans des cuves où ils fournissent de l'énergie aux machines, mais pour éviter que les êtres humains meurent, les machines créent un réseau informatique qui simule un monde, et puis ce monde simulé, c'est le monde dans lequel vivent les humains. Et c'est-à-dire que certains êtres humains se rendent compte qu'ils sont dans un monde simulé, et donc peuvent sortir en fait, de ce monde simulé, donc de la Matrix, et en sortant de la Matrix, ils peuvent commencer à combattre les machines sur leur propre terrain. Ce qui est intéressant, c'est que le nom Matrix
le mot matrix, c'est le mot inventé par Gibson en 84 pour désigner cette interface. Il l'appelle la matrice, matrix en anglais. On voit donc que dans le cyberpunk, et malgré le cyber qui ressemble, on n'est pas dans des cyborgs purs et durs, mais on est dans ces figures d'hybridité. On a remplacé finalement le mécanisme ou la mécanique cybernétique par la mécanique numérique. C'est-à-dire qu'on ne s'interface plus avec des organes prothétiques, mais on s'interface avec des réseaux informatiques. Et c'est pour ça qu'on continue à appeler ça du cyborg. Le cyborg devient la figure tutélaire qui mélange de l'organique avec du non-organique. C'est pour ça que la chimère est différente, puisque la chimère mélange deux organiques. J'y arriverai tout à l'heure. Ici encore quelques images. J'ai choisi ces deux images parce qu'on est en 84 et en 70, pour voir comment l'esthétique cyberpunk vient contaminer un peu les représentations. Ici, vous avez quelque chose où vous avez vraiment l'homme-machine, l'hybride homme-machine. Ici, vous êtes déjà plus dans l'esthétique cyberpunk, où on est justement dans l'idée que seul le cerveau, qui se connecte au réseau informatique, importe, et donc les êtres humains sont remplacés par des dispositifs technologiques. Seul le cerveau reste organique. Donc, on est dans cette figure-là, ici aussi, qui reprend un peu Terminator, on est dans cette figure de l'hybridité, et puis cette figure de l'hybridité, elle change. Elle change de manière étonnante dans les années 2000, alors je parle bien sûr des représentations fictionnelles, dans les années 90 en littérature, de l'année 2000 au cinéma. Vous n'avez sûrement pas vu ce film qui s'appelle Splice. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Ah, joli. Alors Splice, qui est un assez bon film à mon avis, montre un nouveau paradigme. On a pensé les relations homme-machine, bon déjà depuis longtemps, elles se sont cristallisées dans la figure du cyborg, de l'androïde au 19e siècle, puis dans le robot depuis les années 20, puis dans le cyborg. Elle se sublime dans l'interaction avec le numérique et dans le cyberpunk, et puis elle disparaît de la science-fiction. Elle disparaît gentiment de la science-fiction pour être remplacée par une nouvelle figure qui exprime un nouveau rapport à la technologie. J'ai choisi ce film, Splice, qui raconte la chose suivante. Vous avez un couple qui, évidemment, ne peut pas avoir d'enfant. Et ce couple, qui est un couple de biologistes, travaille dans un laboratoire à créer des chimères animales. Donc, ils hybrident des génomes animaux. Puis, évidemment, comme ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils se disent on va hybrider un animal avec un être humain. Et ils créent cette créature assez étonnante, là, qui donc naît. Voilà, alors elle est hybridée, c'est donc une chimère. Elle est à moitié humaine et à moitié on ne sait pas trop. Une sorte d'organisme bizarre avec lequel ils hybrident. Et puis, ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, ils hésitent à la tuer, ils ne la tuent pas, ils l'enferment dans une maison. Et puis le film avance comme ça, on se dit voilà, la science-fiction un peu pure et dure, c'est-à-dire il se passe quelque chose, il y a des questions qui se posent, ai-je le droit de faire ça, n'ai-je pas le droit de faire ça, etc. Puis arrive un moment dans le film assez bizarre où le créateur a des rapports sexuels avec sa fille, créature. Alors sa fille, ça... Alors à ce moment-là, il se passe quelque chose de bizarre dans le cinéma américain, c'est que vous ne pouvez pas faire ça. Alors ils couchent ensemble, et puis jusqu'à maintenant, on a été tout le temps dans la science-fiction, c'est-à-dire qu'on a toujours été dans le rationnel. Évidemment, ce rationnel était imagé au cinéma, mais on n'a pas convoqué des choses qui ne sont pas rationnelles. Et on a l'impression que les réalisateurs n'assument pas du tout ça, puisque le film part dans le fantastique. C'est-à-dire soudainement, cette créature, qui est une chimère, on va dire, toute bête, hybridée homme-animal, devient une sorte de vampire dans la pure tradition de Dracula et autres, qui déploie des ailes, qui se transforme homme-femme, enfin bref, quelque chose de complètement différent, et ça donne, pour ceux qui ont vu le film, quelque chose d'assez surprenant. Et c'est assez peu, en fait, surprenant, puisque le fantastique a toujours été une manière de faire douter, en fait, de faire douter sur la nature d'un objet. On a cette chimère, on dit, ah mais on pourrait créer des chimères, et il pourrait y avoir du désir qu'il existe entre les chimères et les êtres humains, mais comme on ne peut pas l'assumer, c'est trop tôt, quand le film est sorti en 2010, ça semble être trop tôt pour l'assumer à l'écran, alors on part dans le fantastique, et donc on se dit, ouf, c'était pas une vraie chimère, c'était une sorte d'être diabolique, un peu faustien comme ça. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que, en fait, cet exemple est assez révélateur de quelque chose qui est là. Donc, la disparition du cyborg, vous trouvez quasi plus de textes de science-fiction aujourd'hui qui parlent du cyborg.
par le remplacement de la chimère. Et vous avez peut-être le meilleur texte sorti en science-fiction des 20 dernières années, qui s'appelle Le dernier de son espèce, d'un auteur qui s'appelle Andreas Echbach, pas très très connu, et c'est un roman qui est sorti en 2003, en 2005 en français, qui, malgré la couverture un petit peu cliché, comme c'est souvent le cas dans la science-fiction, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens ne l'achètent pas, mais ne parle pas du tout de ce genre d'iconographie. De quoi parle Dernier de son espèce? De la chose suivante. Vous avez un soldat américain qui s'appelle Dwayne Fitzgerald, qui, malgré le fait qu'il ait 34 ans, est à la retraite. Il est à la retraite parce qu'il a participé à une expérience qui l'a transformé en cyborg. Il s'est transformé en cyborg, mais il s'avère que les cyborgs, il y en a eu 5, les 5 cyborgs qui ont été produits par l'armée américaine sont dysfonctionnels. C'est-à-dire que rien ne fonctionne. Le roman s'ouvre où il vient de se prendre une sorte de crise, il est un peu affalé chez lui, il ne bouge plus, il ne sait pas trop quoi faire, et puis la phrase commence par ces phrases typiques de la science-fiction. Je suis aveugle et hémiplégique, je me suis souvent réveillé aveugle et hémiplégique, c'est pas grave. Et évidemment, avec ce souvent qui arrive, on dit tiens, il se passe quelque chose de bizarre. Et en fait, c'est donc un cyborg, mais qui ne fonctionne pas. Chaque fois qu'il essaye d'être un cyborg dans la tradition du terme, il saute d'une fenêtre pour sauver une femme, et quand il se rattrape par terre, sa rotule explose. Donc évidemment, ça ne marche pas, et tout ce qu'il essaie de faire ne marche pas. Ce roman était très très mal perçu quand il est sorti par les critiques de la science-fiction. Il disait il se passe rien, on a un cyborg qui fait rien, qui sert à rien. Et effectivement, c'est vrai, il se passe rien. Et chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose, ça ne marche pas. Et puis, quand on lit un peu attentivement, on a autre chose. On a un moment qui arrive qui est assez intéressant, qui est ça. J'ai sorti une petite citation du texte. J'en oubliais sa présence et repris mon monologue. Donc c'est Dwayne, le héros, qui parle. Enfant, on me laissait regarder L'homme qui valait 3 milliards, sans doute pour compenser l'absence de ma mère. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu adorer cette série. J'étais assis devant la télévision comme d'autres s'agenouillent à l'hôtel, et je ne rêvais que d'une chose, être cet homme qui valait 3 milliards. Je secouais la tête, mon vœu est exaucé, c'est effrayant la vie parfois, non. Ces désirs qui modèlent notre vie, même s'ils nous sont néfastes. Pourquoi j'ai choisi cette citation? Parce qu'on va voir je vais essayer d'arriver là-dessus, on a un procédé très particulier qui se met en place au niveau du discours lui-même. Vous avez en fait une fiction, le roman, qui est en train de parler d'autres fictions, puisqu'il parle de l'homme qui valait 3 milliards. Plus tard, il parle de Terminator. On a un procédé fictionnel, un roman, qui est en train de nous dire la raison pour laquelle moi, héros du roman, je me suis transformé en cyborg, c'est parce que quand j'étais enfant, j'étais en adoration, il parle bien d'autel, j'étais en adoration devant l'homme qui valait 3 milliards, et puis plus tard, devant Terminator, de telle manière que quand il sort de la salle de cinéma Terminator, il va s'acheter les mêmes lunettes et le même blouson que Schwarzenegger. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, quand on voit l'homme qui valait 3 milliards, ou quand on voit Terminator, en fait, on voit le héros du film. C'est qu'on voit Schwarzenegger, ou on voit, je ne me rappelle plus comment s'appelle le héros de l'homme qui valait 3 milliards, enfin, on voit un humain en argentique, comme nous quand on nous prend une photo, et puis quand on veut regarder l'homme qui valait 3 milliards et lui ressembler, on veut ressembler à qui, en fait? Est-ce qu'on veut ressembler à l'acteur, ce qui serait possible, ou est-ce qu'on veut ressembler à ce que représente l'acteur, c'est-à-dire les valeurs dégagées par son rôle? Évidemment, dans l'année de son espèce, ce sur quoi on insiste, c'est l'idée que l'investissement affectif qui est produit par Dwayne en tant que jeune homme regarde l'homme qui valait 3 milliards, puis il investit affectivement cette créature, ce cyborg en fait. Cet investissement affectif, il peut se faire de deux manières. Il peut se faire au premier degré, je veux être le cyborg, voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Dwayne, ou il peut se faire au deuxième degré, c'est ce qui se passe dans le roman. Pourquoi deuxième degré? Parce que comme vous montrez un héros dysfonctionnel qui a voulu être super puissant, vous, en tant que lecteur, vous ne voulez pas ressembler à Dwayne, en fait. Et du moment où vous ne voulez pas ressembler à Dwayne, parce qu'on dit bien que ça ne se passe pas très bien, vous ne voulez pas non plus ressembler à l'homme qui valait 3 milliards. Alors, on a un deuxième degré. Je ne veux pas ressembler au héros du roman, parce que je sais que ça ne marche pas du tout pour lui. Puis lui, par contre, il a voulu ressembler à l'homme qui valait 3 milliards ou Terminator, donc moi, je ne veux pas ressembler à Terminator. Ce genre de procédé-là, c'est ce qu'on appelle la mise en abîme. La mise en abîme,
C'est ça, et ça c'est ce que fait la science-fiction depuis pas mal d'années maintenant, par rapport au cyborg en particulier. Vous avez un récit principal. Dwayne est un cyborg. Voilà le thème. Dwayne est un cyborg. Puis dans ce récit principal, Dwayne parle des films qu'il a vus, récit secondaire. Il parle de quand il était petit, L'homme qui valait 3 milliards, Terminator, etc. Et dans ce récit secondaire, il y a le même thème, c'est aussi des cyborgs. Vous avez un cyborg qui se rappelle qui voulait ressembler à un cyborg. Puis vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes un peu à l'extérieur, vous regardez tout ça, et donc inévitablement, ça vient vous dire, si je veux ressembler à un cyborg moi, et on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de problèmes avec les interfaces fictionnelles, c'est l'identification qu'on crée, hein, ressembler à un super-héros, ressembler à un acteur ou une actrice américaine, vouloir être aussi musclé pour les hommes ou fine pour les femmes. Petite anecdote, quand le film Terminator est sorti en 84, le mois suivant, il y a eu 500% d'augmentation d'inscription dans les fitness. Comme quoi, ça marche assez bien. Et donc, évidemment, de quoi nous parle le roman? Le roman nous dit, nous, on est entouré de fiction, tout comme Dwayne était entouré de fiction, et on veut ressembler à ces êtres de fiction, tout comme Dwayne a voulu ressembler à ces êtres de fiction. Et comme nous, on se place dans un récit qui nous met ça un peu en scène, on se dit, mais finalement, si je vais dans un fitness, pourquoi j'y vais? Ou si je fais régime draconien sur régime draconien, est-ce que c'est parce que je me sens vraiment mal dans ma peau, ou est-ce que c'est parce que mes images fictionnelles, je les prends au premier degré? Vous voyez un peu, c'est comme ça que fonctionne dans son espèce. Si je reprends l'analyse du cyborg, le thème du cyborg, hybride, exprime deux choses. Il exprime le paradigme technoscientifique. On vit dans une ère, hein, tout le roman parle de ça, où la surpuissance du cyborg tel qu'il est traité dans la fiction est un thème auquel on voudrait peut-être aspirer. Ça, c'est ce qu'on appelle, alors c'est ce que met aussi en scène le roman. Il dit, aujourd'hui, on est dans un monde où on peut vouloir ressembler à des cyborgs. En même temps, il met un deuxième paradigme qui est un paradigme littéraire. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que Dwayne, ce que nous apprend le roman, Dwayne, en fait, a été mis de côté parce que l'armée américaine s'est rendue compte que les cyborgs, ça ne marchait pas très bien et qu'on a remplacé les cyborgs par des chimères. En fait, la raison pour laquelle Dwayne est au chômage technique, c'est parce que le gouvernement a créé des chimères et que ces chimères sont beaucoup plus efficaces. Donc le roman nous dit quoi? Il nous dit en même temps, il dit le thème cyborg, qui s'est alimenté à travers des thèmes cyborg, des films qui se suivent, on reprend des scénarios qui existent déjà. Il y a du cyborg quelque part, puis on s'inspire du cyborg pour reproduire du cyborg. C'est un thème littéraire, le thème littéraire du cyborg. Et ce thème littéraire du cyborg, en fait, dans le roman d'Eshbach, il est remplacé par un nouveau thème littéraire qui est très peu abordé dans le roman, qui est le thème de la chimère. Et donc, pourquoi est-ce que je pense que Dernier de son espèce, que je vous conseille d'ailleurs de lire, qui est un roman assez fascinant et drôle, en plus, et un texte assez incroyable, c'est parce que vous voyez que dans la science-fiction, on commence à réfléchir, pour certains auteurs, on commence à réfléchir à, quand on parle de cyborg, est-ce qu'on parle au cyborg de astronautics, c'est-à-dire on se rajoute des dispositifs technologiques pour s'adapter à un environnement, ou est-ce qu'on parle du cyborg fictionnel, c'est-à-dire l'être humain à qui on a remplacé des membres? Quand on voit toute la polémique qu'il y a eu sur cet sportif d'Afrique du Sud, Pistorius, où on parlait de cyborg, etc., on est évidemment dans l'imagerie qui provient au départ de la fiction, et pas de l'idée initiale du cyborg, où il n'y a pas de remplacement organique, en fait. Et ce qui est intéressant dans l'année de son espèce, c'est justement de montrer que l'être humain, ou les êtres humains que nous sommes, entourés de fiction, qu'elle soit littéraire, cinématographique ou autre, ont tendance à prendre les thèmes, en fait, de ces ouvrages, comme étant quelque chose qu'on peut atteindre. Et c'est mis en scène dans l'année de son espèce. Alors, je vais conclure, puisqu'il me reste 4 minutes, et c'est pas mal, parce que c'est ce que j'avais prévu. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est quoi? Vous avez une réalité scientifique. Je suis parti de l'article de Klein & Klein. L'article scientifique projette, par prospective, une image que j'ai mis SF, science-fiction, en parenthèse, entre guillemets.
Évidemment, quand on dit que vous imaginez un type qui est dans l'espace avec une sorte de dispositif technologique autour de lui pour aller sur les planètes, vous êtes plutôt dans une image science-fictionnelle. Ça s'est jamais vraiment fait comme ça. Donc vous avez cette image science-fictionnelle. Puis cette image science-fictionnelle, en contrepartie, elle dégage des valeurs et des normes. Elle va dire, si on reprend le cyborg, une des valeurs, c'est une plus grande adaptabilité au milieu. La technologie cyborg permet d'être plus adapté. C'est pas le milieu de la planète qui doit être adapté à nous, mais nous pouvons nous adapter à toute situation. Une des valeurs. Et puis les normes, évidemment, c'est, parce que l'article que je tiens à disposition pour ceux que ça intéresse, développe toutes les technologies qu'il faudrait mettre en place pour arriver au cyborg. Ça, c'est les normes. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour qu'on puisse avoir un jour un vrai cyborg? Voilà ce que vous avez dans l'imaginaire de la science. Cet imaginaire de la science, il est repris ensuite. Il est repris par la science-fiction. C'est jamais l'inverse. La science-fiction n'a jamais rien inventé, et jamais rien prédit. Ce sont des romanciers qui écrivent des histoires sur des choses qui existent. Donc les auteurs de science-fiction reprennent cette image des hommes qui sont augmentés, on va dire, et puis on crée un récit. Alors j'ai mis un récit de début à fin, comme ça. Dans ce récit, il y a une catastrophe. Oh mon Dieu, un être humain est déchiqueté. Catastrophe. Et puis, résolution de la catastrophe, on le remplace. J'aurais dû mettre ça plus tôt ici. On remplace tous ces organes déchiquetés par des organes bioniques, ou cybernétiques, ou numériques, ou que sais-je. Et puis, grâce à cette résolution de la catastrophe, alors la péripétie, la suite des aventures peut arriver. Une fois qu'on est reconstitué, on peut devenir un agent secret particulièrement efficace. Ou on peut devenir un soldat particulièrement bon. Ou, chez Eschbach, on peut devenir un cyborg qui ne marche pas du tout. Et vous voyez comment la catastrophe se résout. On part d'une image. La science-fiction ne fait que d'intégrer dans ses textes des images de la science, et jamais la science. Mais cette image-là, on la soumet à une intrigue. Ce que vous n'avez pas dans l'article de Klein & Klein. On ne parle pas de ce qui va se passer une fois que vous êtes dans l'espace. On espère juste que ça se passe, et c'est tout. Là, on met une intrigue. Et nous, en tant que lecteurs, spectateurs, et c'est tout parce qu'on ne peut pas lire tous les articles scientifiques qui sortent chaque jour, on a plus de chances d'être soumis à ça. On a plus de chances d'être soumis à ce genre d'intrigue. Ça serait intéressant, mais à mon avis, si on demandait, si on faisait un sondage pour savoir quelle est la première utilisation du cyborg, ou comment on pourrait utiliser le cyborg aujourd'hui, je pense qu'on aurait pas mal de gens qui parleraient des soldats ou des choses comme ça. On aurait plus ce type de thème qui provient de la SF. On n'a jamais fait de cyborg soldat. Enfin, jamais. On l'a seulement fait dans les films, mais jamais dans la réalité. Donc la science-fiction, c'est quoi? C'est une fiction qui s'empare des images de la science et puis qui développe une intrigue. Alors pourquoi c'est intéressant dans le cas du cyborg? Parce que le cyborg, c'est cette image de la science, une des valeurs qu'elle dégage, c'est ce dont parle Haraway, c'est-à-dire c'est une hybridité. On a un rapport, la condition humaine, l'être humain, se pense à travers les outils technologiques ou les dispositifs technologiques qu'il a à sa disposition. Dans les années 60, il est assez logique qu'on parle du cyborg. On est en plein dans la guerre de l'espace, disons, la conquête spatiale, comment aller chaque fois plus loin. La fin de l'article de Klein & Klein est intéressant, puisqu'ils disent « Je crois que les Russes ont déjà développé 2-3 choses, il faudra aller voir ce qui se passe là-bas pour pouvoir réintégrer ça chez nous. » Et donc cet imaginaire spatial, cette conquête de l'espace produit un type de cyborg qui dit celui qui maîtrise la technologie cyborg aura gagné la course des étoiles. Dans les années 80, enfin dans les années 60-70, il y a cette idée encore de le cyborg est la figure positive. Alors, on a un rapport négatif à la technologie, ça peut détruire le monde, mais en même temps on a un rapport positif qui vient contrebalancer ça. On vient pouvoir l'assainir en fait, le cyborg qui viendrait assainir le monde. C'est ce que vous avez dans la littérature populaire des années 70. Puis avec le cyberpunk, autre ou nouveau paradigme, l'informatique. Le cyborg n'est plus mécanique, mais il devient numérique. Et donc si vous vous connectez à une machine, il vous faut forcément une connectique, vous ne pouvez pas vous connecter comme ça, et du moment où vous avez une connectique, vous avez une interface informatique, et du moment où vous avez une interface informatique, vous êtes un cyborg. Voilà, alors, on a un cyborg qui avance avec le cyberpunk depuis 84 jusque dans les années fin des années 90, disons. Puis soudainement arrive un nouveau thème parce qu'on a épuisé un peu le filon, un peu comme ça, et on arrive sur l'autre thème qui est un thème, alors par contre lui, à la mode dans la science-fiction américaine et un peu française, mais il y a tellement peu de science-fiction française qui s'écrit que c'est un peu différent,
qui est la chimère, parce que soudainement on a une nouvelle figure d'hybridité, organique-organique. Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce qu'il y a passablement de textes qui sont sortis là-dessus, un film à ma connaissance, peut-être deux, mais en tout cas un. Et donc c'est un imaginaire qui est en train de se constituer. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est de voir les répercussions, c'est une recherche que je n'ai pas faite, mais qui serait intéressant peut-être à faire, c'est de nous, en tant que lecteurs lambda ou spectateurs lambda, dans la chimère, va-t-on voir ce qu'on y espère aujourd'hui au niveau de la science, La science fait des choses avec des chimères, en tout cas imagine des hybridations génétiques, on a créé des poissons phosphorescents, des trucs comme ça. Mais l'image qui est donnée par ce monde, est-ce que c'est ça qu'on voit dans la chimère, ou c'est déjà les scénarios de science-fiction, c'est-à-dire en l'occurrence, la chimère, c'est le fait que nous prenons pour Dieu, nous créons nos enfants qui ne sont pas vraiment nos enfants, mais qui sont encore surpuissants, parce qu'évidemment, si on vous greffe Génome du tigre, dans les représentations fictionnelles, alors ça serait peut-être un peu mieux que celui du lémurien. Voilà. Et ce qui est intéressant, et c'est là-dessus que je conclurai avant d'ouvrir un peu les questions, c'est il est étonnant de voir que la dichotomie qu'on crée toujours entre science ou technoscience, on va parler un peu plus contemporain, donc la technoscience actuelle et la science-fiction est assez grande. On fait vraiment une distinction. Il y a la science d'un côté, et puis il y a la science-fiction de l'autre, et puis c'est des choses très différentes. Moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, et que je me bats, entre guillemets, parce que c'est pas une vraie lutte, mais pour dire, si on considérait la science-fiction non pas comme quelque chose d'alternatif, mais comme quelque chose qui, finalement, met en image la science, ou plutôt met en intrigue la science, alors déjà, il n'y a pas de compétition entre les deux, déjà, puisque si vous mettez en image, vous n'êtes pas dans le même type de volonté. Il n'y a aucune volonté prospective dans la science-fiction, par exemple. Et peut-être que ça nous permettrait de voir dans ces récits quelque chose qu'on passe notre temps à voir autour de nous, c'est qu'on interprète le cyborg, qu'on interprète la chimère, qu'on a interprété l'informatique, la technologie nucléaire, etc., comme quelque chose qui rendait intelligible la nature humaine. On est l'homo atomicus, l'homo numericus, l'homo je ne sais pas quoi, cyberneticus. Mais cette manière de penser la condition humaine à l'aune des technologies semble plus relever de la science-fiction que de relever de la science. Personne ne pense le cyborg comme l'article de Klein & Klein, en fait. C'est comme si le cyborg voulait toucher notre humanité à travers ce qui humanise la science parce qu'elle la met en intrigue, qu'est la science-fiction. Et comme boutade finale, aujourd'hui, quand un projet paraît irréaliste, on dit ça doit être de la science-fiction. Tout comme au XVIIe siècle, quand un projet paraissait irréaliste, on disait c'est de l'utopie. Et ce qui est marrant, c'est que ni l'utopie, ni la science-fiction n'ont jamais eu comme volonté d'être réalisées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Thank you.